Bienvenue pour ce rendez-vous InfoCœur sur la thématique aujourd'hui du canal artériel persistant. Je suis Marie Berger de l'association Petit Cœur de Beurre et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le docteur Quentin Houette, qui est cardiopédiatre au CHU de Nantes. Donc, nous allons commencer ce rendez-vous InfoCœur par un topo médical. Nous pourrons ensuite poser quelques questions afin de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Je me permets aussi de vous présenter nos outils d'information du patient. Donc, nous faisons ce rendez-vous InfoCœur parce que nous avons pu initialement faire une fiche Les Essentiels. C'est une fiche d'information recto-verso sur différentes thématiques et nous en avons une justement sur le canal artériel persistant que vous pouvez retrouver sur notre site internet à l'onglet S'informer. Voilà. Je m'en permets aussi de faire une petite promotion pour la course des petits cœurs que nous organisons à partir du 15 septembre et jusqu'au 15 octobre. C'est une course ou une marche connectée. Donc, vous pouvez prendre un dossard sur le site de l'association et courir ou marcher de manière solidaire pour l'association. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser le partage à Dr Quentin Houette. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Marie, de m'avoir proposé de faire ce topo sur le canal artériel persistant. On va commencer. L'idée, c'est de vous transmettre des informations assez intelligibles. Et donc, si jamais vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser. Donc, le canal artériel, et sur le plan épidémiologique, c'est une malformation qui est fréquente puisque ça correspond à peu près à 5 à 10% des cardiopathies congénitales, ce qui correspond en règle générale à une naissance sur 2000. Il y a un peu plus souvent de femmes que d'hommes. Ça peut être associé à des syndromes génétiques possibles, comme le syndrome de charge. Euh, et il y a parfois des infections comme la rubéole congénitale, qui est connue pour faire en sorte de rendre persistant le canal artériel. Le canal artériel, c'est une structure qu'on va voir anatomiquement, qui est obligatoirement présente dans le ventre de la maman puisqu'il va permettre de dériver le sang qui arrive dans l'artère pulmonaire vers l'aorte, puisque les poumons ne sont pas fonctionnels. Et généralement, ce tuyau qui est indispensable dans la vie fœtale, eh bien, se ferme dans les premiers jours de vie. Et on parle de canal artériel persistant à partir du moment où il persiste au-delà de 1 mois de vie. Donc, dans la circulation fœtale, c'est-à-dire dans le ventre de sa maman, donc ici, vous avez donc le cœur représenté pendant la vie fœtale et il y a des particularités dans la vie fœtale pour que le sang puisse circuler dans toutes les cavités cardiaques et dans tous les vaisseaux. Eh bien, il faut des communications puisque il n'y a pas, les poumons ne sont pas fonctionnels. Et donc, on voit ici que c'est un peu la répartition du débit sanguin qui arrive ici par la veine ombilicale et la veine cave inférieure par le ductus venosus et donc le placenta qui est ici. Ensuite, il va y avoir une partie du sang qui va être dérivée par le foramen ovale qui est un premier trou obligatoirement présent entre les deux oreillettes et qui va permettre de donner du sang plutôt riche en oxygène puisque ça vient du placenta dans les cavités gauches. Ici, c'est l'oreillette gauche, ici, c'est le ventricule gauche et qui va éjecter dans l'aorte. Ensuite, le sang va aussi dans les cavités droites, oreillette droite, ventricule droit, et il va être éjecté dans l'artère pulmonaire. Et l'artère pulmonaire, eh bien, elle est toute petite puisque le sang ne peut pas aller facilement au poumon puisqu'il n'y a pas d'oxygène et que l'enfant ne respire pas. Et donc, toute cette circulation est très, très peu développée dans le ventre de la maman. Et donc, le sang, quand il arrive dans l'artère pulmonaire, il va emprunter un autre shunt fœto, c'est-à-dire une communication qui est présente dans la vie fœtale, qui est le canal artériel. Et on voit bien que le canal artériel prend beaucoup de débit pendant la vie fœtale. Donc ça, c'est les particularités de la vie fœtale, ce qui fait que finalement, on peut avoir par l'intermédiaire de ces communications, finalement, beaucoup de malformations cardiaques sans que ça ait de retentissement sur la croissance du fœtus. Et ça, c'est important à comprendre parce qu'effectivement, quand le diagnostic anténatal sur certaines cardiopathies n'est pas forcément fait, eh bien, on se rend compte que la prise en charge après la naissance, bah, parfois peut être dépendante de la persistance de ces communications pour que ça puisse fonctionner. Et donc ça, c'est important à comprendre. Donc ça, c'est un autre schéma pour vous expliquer qu'ici, vous avez justement le placenta. Le placenta avec ici la veine ombilicale qui va passer ici dans le ductus venosus et qui va arriver dans la veine cave inférieure. Ça va arriver à l'oreillette droite ici. Ensuite, à l'oreillette droite, il va passer dans le ventricule droit et ça va aller dans l'artère pulmonaire.
très peu de circulation pulmonaire et surtout une circulation par le canal artériel. Donc là, c'est pas très bien fait dans le sens où finalement les vaisseaux ont la même taille, mais le canal artériel est beaucoup plus gros que la circulation pulmonaire. Et ensuite, ça va repasser dans l'aorte et ça va être retransmis par le réseau des artères ombilicales. Et voilà comment se fait la circulation in utero par l'intermédiaire du placenta qui va permettre d'oxygéner le sang du fœtus, ce qui permet une saturation aux alentours de 60 à 65% pendant la vie fœtale. Ici, vous avez un autre schéma, qui est un schéma qu'on représente un peu plus facilement quand on explique les cardiopathies congénitales. On fait souvent des cubes comme ça pour expliquer la position des différentes cavités. Et donc ici, vous avez un sang qui est mélangé. Et donc c'est pour ça que vous avez la couleur qui est identique partout, alors qu'à la naissance, on va avoir du sang désoxygéné, pauvre en oxygène dans les cavités droites et riche en oxygène dans les cavités gauches. Donc les poumons ne sont pas fonctionnels et donc du coup, c'est par le placenta que tout se fait et par le canal artériel avec le foramen ovale aussi. C'est ça les particularités de la vie dans le ventre de notre maman. Juste un petit message important pour l'entendre au moins une fois. Pourquoi est-ce que on vous dit de ne pas prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant la grossesse? C'est que en fait, ce médicament a tendance à agir sur le canal artériel qui a des cellules un peu particulières et qui, du coup, si vous prenez des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant la grossesse, ça peut fermer le canal artériel. Et vous imaginez que si le canal artériel se ferme, eh bien, il y a un retentissement très important sur les cavités droites et notamment sur le ventricule droit qui va être obligé de forcer de manière très importante sur un obstacle. Si on reprend ici, si ici vous avez finalement le canal artériel qui est fermé, en reprenant ici, et ben le sang qui arrive dans le ventricule droit, il ne va pas pouvoir sortir puisqu'il ne peut pas aller vers les poumons. Et donc le ventricule droit va très peu se développer souvent. Et voilà, donc c'est un message important à entendre une fois. On vous le dit généralement, tous les médecins vous le disent pendant la grossesse, mais il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et un autre message, c'est que ce médicament, les INS, ça peut être utilisé du coup après la naissance sur une population bien spécifique, et on le verra, qui est la population des enfants nés prématurément. Et là, pour essayer de fermer le canal artériel. Comment ça se passe? Donc ça, c'était la vie fœtale pour expliquer l'importance de ce canal artériel. Et par contre, une fois que l'enfant va naître, qu'est-ce qu'il fait? Il va crier. Il va y avoir le premier cri et le clampage du cordon. Donc, on arrête la circulation avec le placenta. Et c'est une circulation, on va dire, d'adaptation à la vie extra-utérine qui va se mettre en place. Et c'est une circulation qui va être en série et qui va fonctionner par la fermeture des shunts fœtaux, c'est-à-dire des communications pendant la vie fœtale qu'on a vues, c'est-à-dire le canal artériel, le foramen ovale. Et ce canal artériel va finalement involuer progressivement pour faire ce qu'on appelle un ligament artériel. C'est ça le devenir du canal artériel après la naissance. Et ça, généralement, ça se fait, on va dire, dans les premiers jours de vie. Et à partir du moment où il persiste au-delà de 1 mois, on dit que c'est un canal artériel persistant. Et donc qu'on doit prendre en charge et qui est considéré comme une cardiopathie congénitale. Donc vous voyez bien qu'avec ce message-là, il est bien évidemment impossible de faire le diagnostic avant la naissance d'un canal artériel persistant, puisque c'est une structure qui est obligatoirement présente pendant la vie fœtale. D'accord? Donc ça, c'est un message important parce que vous verrez que dans les cardiopathies congénitales, la plupart du temps, on insiste sur l'importance du diagnostic anténatal. Et là, bien évidemment, on ne peut pas faire ce diagnostic anténatal puisqu'il est obligatoirement présent. Et c'est sa persistance qui fera son anomalie. Les signes cliniques, alors effectivement, je vous disais, il y a deux types de populations, et ça, c'est important de le savoir. Il y a une population bien spécifique qui sont les enfants prématurés, c'est-à-dire les enfants qui naissent avant 37 semaines d'aménorrhée. En gros, normalement, donc la grossesse commence. Vous avez une première écho aux alentours de 12 semaines qui va vous permettre de dater votre grossesse. Et généralement, on prend la date des dernières règles. C'est pour ça qu'on parle de semaine d'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est le fait de ne plus avoir ses règles. Et donc, une grossesse se fait donc jusqu'à normalement 37 semaines, à partir de 30, jusqu'à 41 semaines, pardon. Et à partir de 37 semaines à 41 semaines, on considère qu'on est à terme. Si l'enfant naît avant 37 semaines d'aménorrhée, on considère qu'il est prématuré.
Et il y a différents types de prématurité. Il y a les prématurités extrêmes quand c'est en dessous de 28 semaines d'aménorrhée. Entre 28 et 32, c'est une prématurité modérée, moyenne, on va dire. Et après 32 semaines jusqu'à 37 semaines, c'est une prématurité qui est petite, minime. Et donc, plus on va naître prématurément, plus il y a un risque de garder son canal ouvert. C'est-à-dire qu'en gros, les enfants qui naissent par exemple à 24 semaines d'aménorrhée, eh bien, ils ont 90% de risque de garder leur canal artériel ouvert. Les enfants qui naissent généralement entre 24 et 28, ils ont 80% de risque de garder le canal artériel ouvert. Et ensuite, ils sont plutôt autour de 60% à partir de entre 28 et 32 semaines. Et donc ça, c'est un élément qui est très bien connu des néonatologistes, c'est-à-dire les médecins spécialisés pour prendre en charge les enfants qui naissent prématurément et en période néonatale. Et donc, les enfants qui ont une prématurité, ils ont toujours une évaluation pour savoir si leur canal artériel est ouvert. Et en fonction de certains critères, à la fois échographiques, c'est ce que je vous mets, c'est l'examen clé du diagnostic, c'est l'échographie cardiaque. Et en fonction de les données échographiques et en fonction des données cliniques, eh bien, il peut y avoir une indication à aller fermer ce canal artériel chez le prématuré. Et c'est à ce moment-là qu'il y a plusieurs types de prise en charge, ce qui peut être une prise en charge soit médicamenteuse dans un premier temps, où justement on va utiliser un médicament qui est un anti-inflammatoire pour essayer de fermer ce canal artériel, ou parfois ça peut être par cathétérisme ou parfois par chirurgie. On verra dans la prise en charge après sur le canal artériel. Donc ça, c'est propre au prématuré. Et donc ça arrive qu'on fasse des fermetures de canal artériel chez l'enfant prématuré aux alentours de 3 semaines de vie. S'il a un canal qui l'embête, il l'embête parce que ça va, finalement, quand le canal reste ouvert, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire un passage de sang plus important vers l'artère pulmonaire. Si on reprend, je vais reprendre après le schéma, mais pour vous expliquer que, en gros, dans la vie fœtale, le sang, on a dit qu'il allait de l'artère pulmonaire vers l'aorte, mais quand l'enfant naît, eh bien, il va s'inverser ce sens. C'est-à-dire que ça va aller de l'aorte vers l'artère pulmonaire, parce que les résistances dans les poumons vont être très basses avec l'arrivée du premier cri et l'arrivée de l'oxygène. Et donc finalement, quand on a un canal artériel persistant, eh bien, il va y avoir du sang rouge qui va aller alimenter le sang bleu dans les poumons et augmenter le volume de sang qui arrive dans les poumons. Et quel est le premier signe qu'on a quand on augmente le volume de sang dans les poumons? Eh bien, c'est souvent un essoufflement. Typiquement, ce qu'on dit, ça c'est valable pour tout ce qu'on appelle les shunts après la valve tricuspide, c'est-à-dire que les CIV ou les shunts entre les artères, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça peut essouffler, ça va augmenter le débit dans les artères pulmonaires. Et donc ça, c'est important. Il peut y avoir des difficultés alimentaires, une moins bonne perfusion, des choses comme ça. Et donc ça, c'est un truc vraiment, c'est une entité spécifique, les prématurés avec leur canal artériel. Et parfois, ça arrive qu'on ferme, alors que l'enfant pèse 800 grammes, qu'on ferme le canal artériel par cathétérisme. Et ensuite, il y a l'entité qui est plus, on va dire, cardiopédiatrique. L'autre est plus néonatologique, qui est l'entité chez l'enfant ou le nourrisson. Généralement, c'est diagnostiqué sur un souffle. Donc, un souffle, c'est le fait d'entendre avec le stéthoscope un bruit différent des bruits du cœur normaux. Au lieu d'entendre des bruits du cœur qui font toum-toum, liés à la fermeture de valve qu'on a à l'intérieur du cœur, eh bien, il va y avoir un bruit qui est différent et qui fait le bruit d'un soufflet de forge pour allumer le feu. C'est ça ce qu'on appelle un souffle. Et ça, c'est lié à des turbulences dans le cœur. Et donc, quand il y a des turbulences dans le cœur, généralement, on demande une échographie cardiaque pour voir l'architecture du cœur. Et c'est en faisant cette échographie qu'on va mettre en évidence ce canal artériel qui a une caractéristique pour le souffle, c'est que généralement, il est continu et on l'entend en sous-claviculaire gauche, puisque c'est à peu près le positionnement. Donc ça, c'est un élément important et l'examen clé, c'est vraiment l'échographie. Et donc, si vous voyez, par exemple, là, vous avez une échographie où on va regarder, finalement, ici, on a le tronc de l'artère pulmonaire, ici, on a l'artère pulmonaire droite, ici, l'artère pulmonaire gauche, et ici, on a le troisième vaisseau, qui est le vaisseau, qui est le canal artériel. Et donc, si on met de la couleur, on verra que, on a un flux qui, là, descend, donc qui est bleu, et là, qui va de l'aorte vers l'artère pulmonaire et qui sera rouge. Et vous avez ici le petit schéma qui représente le tronc de l'artère pulmonaire avec le sang qui va dans ce sens-là, l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche, et ici le canal artériel, qui normalement est fermé dans les premiers jours de vie.
Donc, qu'est-ce que fait effectivement? C'est un autre schéma pour vous expliquer la communication entre, ici vous avez en bleu l'artère pulmonaire puisque c'est des sangs pauvres en oxygène. Et ensuite, vous avez ici l'aorte, qui est du sang riche en oxygène, et c'est pour ça que c'est rouge. Et donc, vous avez cette communication entre les deux. Et donc, à la naissance, comme les résistances dans les poumons sont plus basses que les résistances dans l'aorte, eh bien, ça va s'inverser, ça va passer de l'aorte vers l'artère pulmonaire. C'est ici fait de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Et donc, ça va augmenter la quantité de sang qui arrive dans les artères pulmonaires et donc augmenter, pardon, la quantité de sang qui revient à l'oreillette gauche et augmenter la quantité de sang qui va au ventricule gauche. Et donc ça entraîne une augmentation de volume et donc une dilatation parfois des cavités gauches. Et ça veut dire que la quantité de sang qui passe à travers ce tuyau est importante et indiquera sa fermeture. Donc ça, c'est important. Et donc pour la fermeture, quand est-ce qu'on doit fermer un canal artériel? Eh bien, on dit que quand il est hémodynamiquement significatif, c'est-à-dire quand la quantité de sang, le volume de sang qui passe à travers ce tuyau est important, justement en dilatant l'oreillette gauche et en dilatant le ventricule gauche, ça veut dire que son volume est important et pour protéger les artères pulmonaires, il va falloir fermer ce canal artériel. Ça, c'est important. Et l'autre chose qu'on fait, c'est quand on a un canal artériel qui souffre, ça veut dire qu'il y a des turbulences qui sont importantes. Eh bien, là aussi, il y a une indication de fermeture. Pourquoi on veut fermer ces canaux? C'est parce que les objectifs, c'est d'éviter l'hypertension pulmonaire. Si on a trop de volume qui va dans les poumons, eh bien, les artères pulmonaires peuvent se fragiliser et ça peut faire de l'hypertension pulmonaire. Et l'autre chose aussi qui est dit, c'est qu'il y a un risque d'endocardite. L'endocardite, c'est une infection généralisée donc, dans le sang avec des bactéries qui vont se localiser sur des particularités du cœur, soit des valves cardiaques qui sont anormales, soit des tuyaux. Et notamment, ça peut être le cas du canal artériel. Et donc, c'est pour ça que généralement, on va proposer dans ces indications-là de fermer le canal artériel. Et pour fermer le canal artériel, on va utiliser une technique bien spécifique. Il y a deux techniques. Il y a la technique du cathétérisme et il y a la technique chirurgicale. Maintenant, la chirurgie, on n'en a quasiment plus du tout recours ou dans des formes bien spécifiques. Et maintenant, ce qu'on utilise, c'est surtout le cathétérisme. Et pour le cathétérisme, vous avez justement une vidéo qui a été faite avec Petit Cœur de Beurre par plusieurs cathétériseurs en France et qui vous explique exactement la totalité. Donc, vous avez accès sur le site de Petit Cœur de Beurre. Et là, je vais juste vous passer une session en avançant un petit peu pour expliquer ce que c'est que le végétarisme. Me permet J'ai d'avancer. laissé maman et je suis partie avec l'infirmière. Mais dis donc, tu aiguises ma curiosité là. À quoi ça ressemble une salle de caté? C'est un truc de dingue. C'est hyper impressionnant. On dirait un vaisseau spatial. Il y a des robots et des écrans partout. Le docteur Jacques et mon anesthésiste m'attendaient déjà. Et les infirmières m'ont installée sur la table. C'était plutôt confortable. Il y avait même un matelas chauffant. Après, on m'a dit de compter jusqu'à 5, mais j'ai pas réussi. Un, deux, et d'un coup plus rien. J'étais en mode hyper espace. Eh ben oui, Emma. Tu étais sous anesthésie. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Le docteur Jacques a mis un petit tuyau en plastique en haut de ta jambe. Ça s'appelle un introducteur. C'est comme une prise de sang. Et c'est grâce à ça que tu n'as pas de cicatrice ni de point de suture. Ça ne fait pas mal et ça ne saigne pas. C'est par cette petite porte que tout le matériel va passer. Le docteur commence à faire monter la sonde jusqu'au cœur. C'est très discret, on ne sent rien. Avec cette sonde, elle cherche le bon endroit dans ton cœur. Trouvé. Puis elle fait monter un parapluie replié sur lui-même et vissé à une tige en métal. Là, je coupe juste parce que ce film de cathétérisme, il a été fait pour une autre malformation qui s'appelle la communication interatriale. Mais l'idée, c'était de vous dire que vous avez accès à cette vidéo qui explique le cathétérisme. Donc, je pense que c'est important d'y avoir accès. Là, c'est juste comment ça s'appelle, une autre malformation puisque c'est une communication entre les deux oreillettes. Donc, voilà pour le petit message. Alors, on va passer du coup, si on veut bien. Le plus, hein, je peux pas passer. Alors, ah, c'est pas ça que je veux. Pourquoi je ne peux pas passer? Alors,
Il faut peut-être que je fasse pointeur. Je suis désolé de cette petite problème technique, mais je vais juste passer à Problème. l'autre diapo. Voilà, je vais y arriver par là. Voilà, super. Et donc là, c'est une autre vidéo pour vous expliquer vraiment donc, le cathétérisme, également avec la prise en charge du canal artériel. C'est fou ça, comment on fait? Voilà, c'est parti. Et donc là, vous voyez ici, donc, donc là, vous avez cette animation avec le cœur, justement. Ici, vous avez l'aorte. Ici, vous avez la veine cave inférieure. Et donc voilà, on va passer des introducteurs, deux types d'introducteurs, parce qu'il faut une voie d'abord sur l'aorte et une voie d'abord sur la veine fémorale. Donc il y a l'artère fémorale et la veine fémorale. Là, on est à l'intérieur de l'aorte. Ici, on va passer un guide qui va nous permettre de passer du produit de contraste que vous voyez ici. Hop, si je fais ça, non, ça ne s'arrête pas. Le produit de contraste qui nous permet de voir et de faire un cathétérisme avec une angiographie pour voir la position du canal artériel. Ici, on est passé par l'artère pulmonaire et on va déployer la prothèse qui va permettre de fermer la communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire, ici le canal artériel. Voilà comment ça fonctionne. Et voilà comment on fait ça. Et donc, c'est les cathétériseurs qui font ça. Et ici, vous avez une angiographie, c'est-à-dire qu'on va passer du produit de contraste dans l'aorte. Ici, c'est la crosse de l'aorte. Et on voit bien qu'ici, l'ampoule du canal artériel qui était communicante avec l'artère pulmonaire, elle est fermée par la prothèse. Euh, et donc, ça, c'est les équipes de cathétériseurs qui font ça sous anesthésie générale. Voilà. Et donc, vous avez accès à cette vidéo sur le cathétérisme qui vous explique tout ça. Donc voilà un petit peu pour le canal artériel. L'autre message important, c'était de dire que généralement un canal artériel, il va être surveillé, on va dire, dans les premières années de vie. Et une fois qu'on est à distance des premières années de vie, eh bien, on n'a pas de raison particulière. Alors parfois, ça peut être jusqu'à l'adolescence pour voir qu'il n'y ait pas de souci particulier quand on met des prothèses. Mais on considère qu'après, il n'est plus nécessaire d'avoir de suivi après l'adolescence. On pourra arrêter le suivi facilement. Et ça, c'est chaque cardiopédiatre qui est en capacité de vous dire comment est-ce qu'il fera le suivi. Mais voilà, c'est un message important, c'est que c'est pas comme des cardiopathies congénitales qu'on peut voir avec de la chirurgie ou autre, où on a besoin d'un suivi vraiment toute sa vie. Là, il est possible qu'on puisse vous dire, en fonction de votre cardiopédiatre, qu'il n'est plus nécessaire de faire de suivi pour ce type de malformation. Ensuite, un message très important qui est valable pour n'importe quelle malformation, et avec ou sans malformation, c'est l'activité physique. On est de plus en plus alerté par les dangers de la sédentarité. Et donc, je pense que c'est important que tout le monde, qu'on ait ou pas une maladie chronique, on soit vigilant à faire de l'activité physique régulièrement et à lutter contre la sédentarité. Donc là, c'était un message pour vous dire que l'activité physique, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est le fait de mettre en mouvement son corps. Et donc, dans l'activité physique, il peut y avoir le sport, il peut y avoir les activités ménagères, il peut y avoir le fait de se déplacer. Et donc, ce qui est indispensable et recommandé par l'OMS, c'est de faire, pour les moins de 18 ans, un minimum de 1 heure, 60 minutes d'activité physique par jour. Et donc, l'idée, c'est de se mettre dans cette optique-là et de dire, voilà, si je dois prendre 3 arrêts de bus, bah, peut-être que non, je ferai 20 minutes de marche et c'est important de faire ça. Et l'autre message important, c'est la sédentarité. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rester assis ou allongé de manière prolongée, en dehors de l'état du moment où on fait, où on dort, bien évidemment. Et donc, ça, c'est important parce que la sédentarité, c'est un facteur de risque différent de l'inactivité physique. Et donc, on peut avoir l'impression d'être actif et finalement de courir 2 fois par semaine. Et on se dit, je suis actif et tout. Et pour autant, on a 6 heures par jour où on va être assis devant des écrans. Et là, pour autant, on peut être sédentaire. Donc, on peut avoir l'impression de faire de l'activité physique, mais avoir quand même le facteur de risque de sédentarité. Et donc, ça, c'est très, très important à prendre en compte. Et donc là, vous avez tout est accessible sur Internet hein, par l'OMS et donc là c'est l'ONAPS et le ministère des Sports
et des Jeux Olympiques qui expliquent qu'en fonction de l'âge, effectivement, généralement, on considère que dans les 5 premières années de vie, ils ont une activité physique qui est suffisante parce ils se dépensent beaucoup à la récré ou autre. Et après, entre 5 et 18 ans, il faut être vigilant, il faut les mettre à l'activité physique, il faut les acculturer à ça très rapidement et bien évidemment aussi jusqu'à l'âge adulte. Et donc ça, c'est très important. Et si on regarde, ça c'est ce qu'on disait, hein, on peut être donc, physiquement actif mais être sédentaire. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion-là. Et si on regarde l'état des lieux en 2024, ben, on voit que par exemple, de 6 à 10 ans, il y en a 65% qui n'ont pas comment ça s'appelle, l'activité physique suffisante. Ensuite, c'est pareil pour les 83%. Et donc, ça, c'est très important à prendre en compte. Et donc, c'est lutter contre les écrans à outrance. Et ça, c'est important. Et on voit bien que 2 jeunes sur 3 sont inactifs et sédentaires. Et ça, c'est très important parce que les messages qu'on transmet maintenant, c'est que l'infarctus du myocarde, qui était généralement aux alentours de 45 ans, maintenant, il est aux alentours de 35 ans. Et ça, c'est essentiellement avec les facteurs de risque qui peuvent être modifiés par la prévention et par l'activité physique. Et donc ça, c'est un élément qui est très, très important à prendre en place. Et les bienfaits de l'activité physique, on les connaît très bien. Et donc, ça a un effet à la fois sur le système cardiaque, bien évidemment, en diminuant la pression artérielle, en augmentant le débit cardiaque. C'est un effet sur le système nerveux central. On voit qu'il y a des nouveaux vaisseaux qui peuvent se faire. Ça a un effet métabolique sur notamment la tolérance de l'hyperglycémie, la tolérance et l'adaptation des lipides. Pareil, ça a un effet sur des cellules de l'inflammation qui vont diminuer l'inflammation. Et donc ça, tous ces effets-là sont bénéfiques et c'est très important. Et donc, il faut vraiment lutter contre cette sédentarité. Et donc, pour moi, les messages importants, juste par rapport au canal artériel persistant, donc c'est une cardiopathie congénitale qui est assez fréquente. Il y a une particularité sur 2 terrains différents qui est l'enfant prématuré versus le nourrisson et l'enfant, que sa prise en charge, elle est dépendante des symptômes et si ça souffle ou pas. Et donc, c'est l'examen clé, c'est l'échocardiographie. Sa fermeture, c'est on va dire, 95% des cas maintenant par cathétérisme. Dans de rares cas, on peut avoir accès à la chirurgie en fonction de la situation, en fonction de la taille du canal artériel. Donc ça, c'est important. Qu'on surveille quelques années avec son cardiopédiatre et que on peut vous dire, bah là, il n'est plus nécessaire de faire de surveillance. Et encore une fois, favoriser l'activité physique et lutter contre la sédentarité. Je vous remercie. J'espère avoir été assez clair et je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Quentin. Merci pour ton topo et pour tous tes messages de prévention. Alors, j'avais quelques petites questions. Déjà, une réflexion serait que ton message sur les INS pendant la grossesse. Alors, effectivement, tous les médecins disent de ne pas prendre d'INS, mais alors, personnellement, j'ignorais complètement pourquoi. Et je pense que si les médecins expliquaient pourquoi, bah, peut-être que le message serait plus efficace. Euh, Complètement. Après, j'ai bien donc compris que il y avait des- pas des diagnostics différentiels, mais en tout cas que, il y avait des cas différents entre la population de prématurés et la population d'enfants nés à terme. J'imagine que du coup, les prématurés sont vachement plus surveillés, mais du coup, pour les bébés qui sont nés à terme, est-ce qu'on peut avoir des retards de diagnostic? Et si oui, quels sont les signes qui doivent alerter les parents? Alors, en fait, le diagnostic, il est fait essentiellement sur la plupart du temps, c'est un souffle cardiaque, ce que je vous Mhm. expliquais. C'est ça qui va amener au diagnostic, puisqu'on va faire une échographie, on va mettre en évidence ce canal artériel en échographie et on va voir s'il y a des conséquences hémodynamiques avec une augmentation du volume. Le volume de sang dans l'artère pulmonaire. Il n'y a pas vraiment de signe. C'est rare. Alors, ça peut être chez le nourrisson si vraiment le canal est important. Ça peut être un essoufflement. Un essoufflement un peu au biberon. Comme je vous expliquais, quand le débit de sang qui passe par ce tuyau est important, il va augmenter le débit dans les artères pulmonaires. Et typiquement, chez quelqu'un qui n'a pas de malformation cardiaque, on va augmenter notre débit pulmonaire à l'effort. Et donc,
Donc c'est comme si on était en train de courir. Et par exemple, un des signes qui est important, c'est l'exemple que je donne, c'est que si par exemple, Marie, tu mets tes baskets et qu'on va aller courir autour du stade, on va faire 3 boucles de 400 mètres. Et au bout de la deuxième, je vais te donner un sandwich et je vais te demander de continuer à courir et de manger. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas réussir ni à manger ni à courir. Alors, tu peux réussir à courir, admettons, si c'est ton objectif, mais manger, tu vas manger en petits bouts. Ça va Mm. être compliqué, tu peux pas faire les deux à la fois. Et ça, c'est un peu l'idée chez le nourrisson qui a une augmentation de son débit pulmonaire par une malformation cardiaque, là en l'occurrence le canal artériel, eh Mm. bien, il va avoir un retentissement sur son alimentation. Mm. Parce que lui, il va augmenter son débit comme s'il courait en permanence. Et en plus, on va lui demander de faire du sport, entre guillemets, et de manger. Et donc ça, ce sera compliqué. Et donc ça va être des difficultés au biberon, il va être un peu essoufflé, il va être en sueur ou des choses comme ça. Ça, D'accord. c'est quand le canal artériel, il est large et que la quantité de sang qui passe au travers est importante. Donc c'est Ok. ça, je dirais, les signes. C'est essentiellement, c'est un souffle, mais ça, c'est plutôt à la visite médicale. Mm. Et sinon, c'est un enfant qui peut respirer vite et qui peut avoir un peu de sueur au biberon et qui peut être voilà, un peu à fractionner un peu les biberons, quoi. Ça, D'accord. ce genre de signe. Mais c'est pas spécifique parce que ce genre de signe, on peut le retrouver dans d'autres choses aussi. Mais voilà, un petit peu ce qui peut alerter. Ok. D'accord. Et au niveau du coup du traitement par cathétérisme interventionnel, donc on met une prothèse Mhm. pour fermer ce canal. Et qu'est-ce qu'elle devient cette prothèse? Et ben, cette prothèse, elle va progressivement, les cellules vont se mettre dessus, Mhm. ce qu'on appelle cellules endothéliales, qui sont des cellules qui sont, qui permettent de faire le vaisseau, vont se mettre dessus et ça va coloniser cette petite prothèse, et puis ça va pas bouger. Et la prothèse, elle va rester à vie et ça va pas du tout bouger. D'accord. Donc il n'y a pas de risque Il n'y à a garder aucun une risque. prothèse. Non, il n'y a aucun risque. Souvent, ce qu'on peut dire après la procédure, c'est ce que disent mes collègues cathétériseurs, c'est qu'ils demandent à pas faire trop d'activité pour, si jamais, mais généralement, elle ne bouge pas. Une fois que c'est posé, l'embolisation, c'est fait que la prothèse puisse bouger, eh bien, c'est fait généralement dans les 24 heures qui suivent la pose. Et donc, ils disent juste, voilà, restez tranquille dans le mois qui suit ou dans les 3 semaines qui suivent la procédure, à pas faire du trampoline, du sport, du machin, du truc. Et puis après, c'est une vie strictement normale. D'accord. Et Vraiment, généralement, cette prothèse, elle est plutôt posée chez des petits bébés ou chez des enfants plus non, grands? on peut le faire chez des enfants plus grands, on peut le faire parfois même, si c'est nécessaire, chez des adultes. C'est beaucoup plus rare, mais on peut le faire. Non, non, on peut le faire chez des enfants plus grands, sans problème. Ça peut être diagnostiqué à l'âge de 10 ans, ça peut être, voilà. Souvent, c'est on va dire, dans la 3 premières années de vie, mais, Mhm. mais parfois, ça peut être diagnostiqué plus tard. Ça arrive, Ok, bien. ça arrive. Et l'autre élément important, mais j'ai pas voulu aborder ça, c'était le canal artériel. C'est aussi un élément qui peut être important à maintenir ouvert, mais ça, c'est autre chose, pour certaines cardiopathies complexes. Mm. Parce que vous voyez qu'il joue sur la circulation de l'aorte et sur la circulation pulmonaire. Et donc parfois, ça aussi c'est un message, mais je ne pense pas que les gens écouteront cet infocœur sur le canal artériel persistant. Mais ça peut arriver si jamais sur d'autres malformations, parfois on a besoin de maintenir ouvert ce canal artériel Mm. pour faire en sorte qu'il y ait du sang qui aille à un endroit qu'on souhaite. Mm. Et par exemple, pour la transposition des gros vaisseaux. Exactement. Pour la transposition des gros vaisseaux, pour ce qu'on a les atrésies pulmonaires. Mm. Quand il y a des atrésies pulmonaires, c'est-à-dire que le sang, bah, finalement, il ne peut pas aller vers l'artère pulmonaire. Et donc, quand l'enfant naît, la seule possibilité d'avoir du sang dans l'artère pulmonaire, c'est par l'intermédiaire de ce canal artériel. Donc, on doit le maintenir ouvert jusqu'à ce qu'on fasse un geste. Mm. D'accord, très bien. Alors moi, je n'ai plus de questions. Anaïs, je vois que vous êtes revenue. Si vous avez une ou des questions, c'est le moment de les poser. Et sinon, bah, je vais vous proposer de conclure cet infocœur. En tout cas, merci beaucoup, Quentin. Les informations étaient vraiment bien adaptées, bien vulgarisées et on a bien compris le fonctionnement du cœur, qu'est-ce qui se passe quand on a un canal artériel persistant et quoi faire après par la suite, quelles sont les solutions. Donc, merci beaucoup. Eh bien, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, à bientôt. À Au bientôt.